ce projet est lié à l'évolution des besoins. Donc le Centre du Vitrail maintenant a quand même quelques décennies d'existence. Il a existé physiquement, du fait du travail de développement entrepris par M. Firmin Didot, puis par Servat Delay, qui ont fait vraiment une action de développement assez remarquable. Le développement est quand même subordonné à des moyens, à des questions de lieu, à des questions de place, et en même temps à l'image que s'en font aujourd'hui les utilisateurs, nos partenaires, les publics, etc. Donc l'idée nous est venue qu'on pouvait se présenter de façon virtuelle, commencer à imaginer ce développement autrement que par un réaménagement physique des espaces qui prendra du temps, qui demandera de mettre des projets de qualité sur pied, qui demandera des moyens. Donc nous nous sommes dit que faire connaître très largement le CIV d'aujourd'hui et de ce qu'il sera demain pouvait passer par l'emploi des moyens numériques d'aujourd'hui. Donc évidemment des films pédagogiques, mettre en ligne des conférences, mettre en ligne des savoirs qui ont été accumulés, faire mieux connaître nos publications, mieux connaître nos propositions de stages de formation et d'une manière plus générale nous faire connaître comme un interlocuteur dans le domaine du patrimoine vivant, puisqu'au fond c'est la grande définition générique du CIV et de cette façon ça nous permet de dialoguer également avec nos partenaires, par exemple sur des projets qui sont dans les dossiers depuis un certain nombre d'années, comme le centre d'interprétation de la cathédrale, donc en lien avec les besoins des collectivités locales, d'expliquer les atouts touristiques de la région en relation avec une discipline particulière, qui est celle du vitrail, ancien, passé et futur. Donc il nous semble que faire exister les choses virtuellement, c'est déjà un grand pas, et ça nous permettra d'ailleurs, je pense, au passage, de fixer nos idées, d'abandonner éventuellement certaines hypothèses, ou au contraire de formaliser les nouvelles. Ce projet va être une évolution, va utiliser les ressources qui ont déjà été rassemblées et étudiées dans les années passées, car ça a été un immense travail, un travail de pionnier, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune étude, par exemple, vous citez la sociologie, aucune étude de sociologie sur le monde du vitrail, sur les acteurs du vitrail. Pas simplement les acteurs institutionnels dans le cadre des musées et de l'histoire de l'art, mais les acteurs dans le cadre des professions liées au vitrail et l'évolution de ces professions. Or, ces professions évoluent considérablement. Les pratiques évoluent énormément. Et donc là, nous allons pouvoir, grâce à ce projet, continuer et développer cette étude sociologique, et en particulier en l'étendant aux autres pays européens. Car aujourd'hui, on observe que certains pays européens sont extrêmement avancés, extrêmement dynamiques dans ce domaine de la création et de la conception de vitraux. Nous le savons bien car nous les exposons, nous les montrons dans le cadre de cette plateforme internationale dont nous assurons la diffusion. Mais là, il faudrait aller un petit peu plus loin pour pouvoir mieux connaître ces acteurs, de telle sorte que chacun bénéficie de leurs expériences et puisse par là même continuer à renforcer le développement du vitrail. Alors, c'est vrai que tout ce travail sera très utile et que là, nous assistons vraiment à un développement de ce qui a été organisé et étudié de manière innovante et avant-gardiste il y a une dizaine d'années. Le futur centre d'interprétation de la cathédrale est un projet qui remonte à très loin. Il y a eu un premier avant-projet, si je puis dire, dans les années 84, avec une fouille devant le parvis, sur le parvis, qui a été rebouchée après en 93. Donc tout ça est tombé un petit peu dans l'oubli. Et en 2012, la ville a lancé un marché d'études et de définition sur le réaménagement, effectivement, du quartier cathédrale, avec toujours ce projet de centre d'interprétation. Donc ce marché d'études et de définition a été clos en 2014, une consultation a été relancée. Aujourd'hui, ce sont les architectes du cabinet Formacis, donc Michel Cantal-Duparc, qui sont sur ce projet et qui nous feront des propositions dès le mois de juin prochain sur la réalisation concrète, puisqu'en fait un dessin a même été présenté à la Commission nationale à Paris, des sites historiques, donc avec un projet donc concret qui nous sera remis dès juin 2016 sur l'implantation de ce futur centre d'interprétation qui devrait faire à peu près 4000 m².
On y trouvera, entre autres, les fouilles archéologiques qui sont existantes et qui vont continuer d'ailleurs, parce que de toute façon, puisque de toute manière, effectivement, on va continuer à creuser autour. On y trouvera également tout ce qui permettra d'interpréter la cathédrale. Nous avons constitué un comité scientifique et nous sommes en train de travailler effectivement au contenu actuellement. Il s'agit de créer de nouveaux services culturels et pédagogiques complémentaires aux différents départements actuels que je vous ai présentés. Et surtout, nous avavons constaté, et ce qui a motivé le conseil d'administration, nous avons constaté que actuellement tous nos services sont des services de proximité. Ce sont des activités avec une dominante de suivi, ce qu'on appelle présentiel, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous, mais nous avons remarqué qu'il y a un public important qui se développe et qui est demandeur de ces services culturels, mais dans le cadre de loisirs culturels ou de formation à distance. Et donc c'est dans cet objectif-là que nous avons travaillé sur ce projet de centre numérique du vitrail et du patrimoine. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer effectivement de ces nouvelles technologies, dont le numérique, où on va à l'essentiel et avec les techniques qu'aujourd'hui tout le monde utilise et utilisera demain. L'intérêt de la numérisation, c'est bien sûr l'utilisation d'un nouveau langage et de nouvelles possibilités de communiquer. Je vois donc deux avantages. Un, de l'ordre du savoir, c'est qu'on met du coup à disposition du plus grand nombre des connaissances qui jusque-là sont quand même réservées à des livres, qui ont des accès plutôt difficiles. Donc c'est un outil pour connaître notre patrimoine. Et deuxièmement, eh bien, c'est un facteur de communication, de médiation extrêmement puissant, puisque avec le numérique, on peut toucher beaucoup plus de personnes encore que par les moyens traditionnels. Il y a des moyens qui sont liés à l'époque, qui permettent de réinventer un genre de parcours pédagogique utile. Si j'imagine quelque chose, bien sûr, je n'ai pas de programme, c'est pas très précis, mais on tire d'un vitrail un des éléments de détail. Parce que finalement, on va dans la cathédrale de Chartres, on ne voit pratiquement rien, étant donné que tout est en vibration. Donc il faudrait, pour vraiment connaître les vitraux de la cathédrale, séjourner très longtemps et ne faire en sorte que de lire l'ensemble. Alors je me rends compte qu'ici, par exemple au centre, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est la réduction des verrières en reproduction photographique, qui sont à une échelle intéressante parce qu'elles dépassent l'échelle du livre et elles ne sont pas non plus à la taille du vitrail. Donc on remarque, on reconnaît dans ces vitraux des façons d'agir très étranges qui pourraient faire l'objet pas de conférence, mais dans une projection audiovisuelle, avec le son, des commentaires, montrer des particularités extrêmement intéressantes. C'est une partie analyse des œuvres. Et cette analyse, elle est extrêmement importante parce que on ne comprend rien à ces vitraux si on ne fait pas cet effort. Du point de vue de la connaissance, l'outil numérique n'est pas neutre. C'est un outil qui, bien sûr, doit rendre compte des réalités patrimoniales, mais comme tous les outils, c'est un outil qui va
interpréter. Et donc, avec le numérique, il y a une possibilité de mieux connaître ou de connaître différemment des éléments qui sont déjà étudiés depuis longtemps. Le fait d'utiliser ce support et cette technologie n'est pas du tout innocente. C'est forcément un outil qui permet de labourer plus en profondeur, comme quand on passe de la houe à la charrue, et de la charrue à des instruments plus perfectionnés. Ce ne sont pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes rendements, et ce n'est pas non plus la même manière de voir l'objet scientifique. Donc il y a une interférence assez grande entre l'outil utilisé et l'objet de la connaissance. Donc on peut penser que l'outil est neutre, que l'objet est sacré, que l'objet s'impose, mais en fait, pour avoir accès à cet objet de la connaissance, il faut une diversité d'outils. Et le numérique apporte quelque chose de très important. Et puis du point de vue de la médiation, eh bien, il faut traduire tout ce qui va être mis à disposition par le numérique, il faut le traduire de façon poétique, il faut le traduire d'une façon artistique. En matière, par exemple, de diffusion culturelle, il y a les expositions que nous réalisons ici, mais que nous allons pouvoir organiser de manière virtuelle. Des expositions existantes qui seront petit à petit mises en consultation et en accès de cette manière-là, et puis aussi toute une série d'expositions spécialement organisées et dédiées à la consultation et à l'accès par la voie de la dématérialisation, par la voie de la consultation à distance. Ce qui nous permettra de constituer une banque de données très importante de ces expositions réalisées et consultables en permanence. En matière de formation, qui est aussi un grand domaine, eh bien, nous allons pouvoir construire et proposer des formations à distance pour pouvoir répondre à cette demande dans le cadre de parcours académiques, des enseignements de l'école qui vont pouvoir être mis à disposition sur ce grand thème généraliste des arts liés à la cathédrale à partir de la connaissance du vitrail, des arts de l'image, des arts du récit. Mais nous allons imaginer aussi d'autres formations que nous ne dispensons pas aujourd'hui, et en particulier, nous allons élaborer de nouveaux modules destinés à la spécialisation de guides professionnels en matière de tourisme culturel et dans le domaine du vitrail. Il y a de très nombreux édifices en Europe qui sont pourvus de collections de vitraux absolument remarquables, anciens ou modernes, et aujourd'hui, il y a très peu de spécialistes capables, susceptibles de les montrer, de les faire connaître. Donc nous avons ici là une demande importante, aussi bien en France que dans les pays européens. Cette formation se fera en plusieurs langues en fonction des publics potentiels susceptibles d'être intéressés par ce type de formation. Alors ça, c'est la formation. Dans l'animation, nous avons aussi identifié un certain nombre de centres d'intérêt. Par exemple, les ressources pédagogiques. Nous accueillons, je vous le disais, plus de 500 classes par an. Pour l'instant, nous éditons seulement un programme d'intention, un programme d'activité, mais nous savons maintenant bien que les cadres de l'enseignement, les équipes éducatives souhaitent souvent préparer un peu mieux leur déplacement et ensuite pouvoir travailler en aval suite à leur visite, avec de la documentation. Ça, c'est aussi un secteur très important à développer, celui du service à la pédagogie, qui va compléter les séjours présentiels par toute cette information et qui va aussi les préparer, bien sûr. Alors, des visites guidées thématiques, ça, c'est aussi un grand sujet parce que nous accueillons de très nombreux groupes de touristes ici sur le terrain, mais nous savons aussi que ces visites guidées pourront être proposées pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est aussi un secteur très important sur lequel nous souhaitons travailler. Alors, je parlais de diffusion pédagogique, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a un vaste champ que nous ne couvrons pas complètement aujourd'hui, qui est celui du musée du vitrail. Je vous ai parlé de ce musée du vitrail qui comporte un certain nombre de collections, mais en matière pédagogique, ces collections ne sont pas suffisamment exploitées, ne sont pas suffisamment explicitées. Donc, dans un premier temps, nous pourrons imaginer ce musée virtuel du vitrail avec l'histoire générale du vitrail, l'histoire des techniques du vitrail, les vitraux de Chartres, les ateliers, parler des ateliers, de l'histoire des ateliers,
On a des thèmes comme la restauration des vitraux, bien sûr, c'est un sujet immense. Alors nous avons quelques documents présentés ici dans ce musée, mais pas suffisamment. Et puis l'immense domaine du vitrail contemporain, où nous sommes aujourd'hui vraiment les spécialistes. Donc ces expositions auront bien évidemment la possibilité d'être vues, mais également tout ce qui permet de les comprendre, ce qui permet de comprendre la démarche des artistes, ce qui permet de comprendre les nouvelles techniques appliquées à cette conception des vitraux, ce qui permet de comprendre la maîtrise d'ouvrage, comment aujourd'hui sont choisis les auteurs, comment est passée la commande. Ceci nous permettra de constituer une base de données internationale, un peu à l'image de ce que nous faisons en matière d'exposition, mais cette fois-ci dans une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et puis alors, il y a aussi la diffusion scientifique. Ça aussi, c'est un domaine important. Tous les ouvrages que nous publions aujourd'hui sont édités, sont imprimés et diffusés, mais cette diffusion est relativement limitée de par les capacités du livre imprimé. Donc là, nous allons pouvoir rendre accessible l'ensemble de ces ouvrages par cette voie de ce centre numérique du vitrail et du patrimoine. Les colloques également que nous organisons, tous les travaux de recherche, quand nous constituons des groupes de recherche avec des universitaires et des historiens, eh bien ces travaux, aujourd'hui, on avait parfois beaucoup de mal à les publier parce que c'est assez onéreux. Nous allons pouvoir les diffuser avec des moyens financiers bien inférieurs par ce biais de la numérisation de leurs travaux de recherche et de pouvoir, pour eux, atteindre des publics à l'échelle mondiale, car la recherche se fait maintenant dans des réseaux extrêmement larges, extrêmement vastes. Et puisque je parle de réseau, il y a la liaison avec les centres universitaires que nous élaborons aujourd'hui en partenariat. Nous avons un partenariat avec l'Université de Montréal au Canada, nous avons un partenariat avec l'Université de Lille et de Lyon Lumière. Alors ces travaux de recherche faits avec ces enseignants, eh bien, nous allons pouvoir, grâce à cette plateforme numérique, les mettre plus facilement en relation et assurer une diffusion plus large. Les orientations et nos préoccupations, en fait, se retrouvent toutes au sein d'un projet. C'est que le centre, c'est son histoire, est sur 2 sites différents. Le fait de pouvoir disposer maintenant d'une ancienne école située sur le parvis de la cathédrale a permis de développer les actions de formation, enfin les actions de formation grand public ou formation scolaire, etc. En revanche, pour le site historique qui est le cellier de Loins, le centre est à l'étroit. Donc ce qui nous a mené à une réflexion vraiment d'ensemble sur la réorganisation de l'espace muséographique, car tout ça avance à une vitesse folle, quand on le voit bien lorsque l'on visite des grandes institutions muséographiques. La révolution, ça a été celle du numérique aussi, on y revient. J'ai connu par exemple le musée de l'armée aux Invalides qui était d'une tristesse désespérante, et quand vous le visitez aujourd'hui, tout a été révolutionné par les nouvelles scénographies, le numérique, les écrans qui sont partout, l'interactivité, etc. Donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur pour rendre beaucoup plus dynamiques les présentations permanentes du centre, des reproductions de vitraux, des collections, etc. Et ceci aurait l'avantage, par ailleurs, de libérer de l'espace en transposant sur un autre site, si possible, la formation professionnelle qui, elle, est très à l'étroit aussi et mal installée, ce qui pose des tas de problèmes d'exiguïté, voire de sécurité de temps en temps, pour une activité qui, quand même, n'est pas totalement neutre, quand il faut recuire des verres, etc. Donc ce projet est double. Nous suivons actuellement quelques pistes pour essayer de mieux installer ce centre de formation, ce qui ensuite nous renverrait à ce que j'appelle le tourisme en marguerite, c'est-à-dire qu'il faudrait ensuite inciter le visiteur chartrain à aller en plusieurs endroits et qui ne présenterait pas le même type d'expérience. Et à la limite, si on délocalisait dans un lieu très symbolique l'activité formation professionnelle, ce serait une sorte d'écomusée, et on en revient à la notion de patrimoine vivant, c'est-à-dire qu'on verrait comment se fait encore aujourd'hui le travail vivant sur le vitrail. Et ceci aurait aussi l'avantage, en se reliant aux activités de type para-universitaire, les cours théoriques d'histoire de l'art, de participer à ce projet de centre d'interprétation de la cathédrale gothique auquel je faisais allusion tout à l'heure. Le musée, qui n'est pas un lieu d'enseignement, a perdu une de ses
caractéristique fondamentale. Vous voyez, moi, dans l'enseignement, j'avais des slogans comme ça, et je trouve que ça résume assez bien ce que je pense des œuvres. C'est chercher à délivrer dans les œuvres anciennes les avenirs qu'elles contiennent. C'est un vaste programme, mais ça veut dire aussi que ça engage un genre de polémique et de dialectique par rapport à la création contemporaine. C'est que une partie de la création contemporaine, c'est que tout d'un coup, vous montrez des images anciennes pour que, aujourd'hui, ce qu'elles contiennent se délivre et que d'autres images apparaissent réinventées, comme s'il y avait eu un livre premier ou un projet premier et que ce projet premier de l'art se serait développé dans une évolution et qu'il n'y a aucune raison pour que soudainement cette évolution soit interrompue. Oui, alors le système du musée, pour en revenir à des choses qui seraient peut-être un peu plus claires et un peu plus précises, on pourrait imaginer que des promeneurs qui viennent dans ce musée, tout d'un coup soient confrontés à la fois à des systèmes d'ensemble pour comprendre comment marche la mécanique au Moyen-Âge, parce que c'est pas une mécanique, c'est un savoir et un pouvoir qui est un héritage. Le Centre international du vitrail a toujours effectivement mené une politique culturelle tout à fait en accord avec les objectifs de la ville. La numérisation des fonds est quelque chose effectivement d'important que nous menons nous à la médiathèque de Chartres, y compris pour les manuscrits médiévaux par exemple. Donc nous sommes une ville vraiment tournée vers ces technologies numériques qui nous permettront de développer notre offre culturelle. Nous avons d'ailleurs créé récemment une scène numérique. Nous avons des start-up ici à Chartres, dont une qui s'appelle Utcha, qui nous a déjà fait des projets intéressants, que ce soit sur le sanctuaire gallo-romain, à Saint-Brice, que ce soit sur la Porte Guillaume. Donc on est tout à fait en adéquation et c'est très bien qu'on avance ces projets ensemble. Le vitrail, c'est au centre de toute une nébuleuse culturelle, connaissance des civilisations, connaissance des transmissions des savoirs, donner ces savoirs à des gens qui viennent en formation pour des buts très concrets, et en même temps participer parce que le CIV accumule en termes de connaissances aux besoins de mise en valeur régionale, départementale et nationale de Chartres au sein d'une thématique qui effectivement est très vaste. À partir du vitrail, on décline énormément de choses et de sous-catégories qui pourront un jour, et j'en reviens là au projet numérique, qui prendront peut-être forme un jour sous forme d'une offre touristique et culturelle qui aura été longuement méditée à travers tous ces travaux. La ville de Chartres accompagne le CIV depuis très longtemps, par le biais de subventions assez conséquentes. Donc c'est un volet nouveau, c'est un volet effectivement qui intégrera notre futur centre d'interprétation. Donc bien évidemment, nous l'accompagnerons, c'est à nous de définir de quelle manière, avec quels objectifs. Et il y a toujours une entente entre nos deux entités, donc il n'y aura pas de problème.